Je vais donc demander à messieurs Soumaré, Hapi, Diomandé, Midongo et Gatera de bien vouloir se connecter. Je pense qu'on a à peu près tout le monde là. Euh, ce panel sera organisé autour de 4 grands thèmes. Les impacts du Covid-19 sur la stratégie et les structures du marché et de l'écosystème des assurances à l'heure d'aujourd'hui. Les impacts du Covid-19 sur les contraintes réglementaires et juridiques pesant sur les assureurs aujourd'hui. Les impacts du Covid-19 sur le développement de nouveaux produits et services à travers le continent. Et les impacts du Covid-19 sur les relations avec les clients des assureurs et les pouvoirs publics. Alors avant de rentrer dans les questions, je vais donner quelques minutes à chacun des intervenants pour se présenter, en commençant peut-être par Monsieur Hapi. Christian Hapi, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc Christian Hapi, directeur général du groupe Rausur en RDC. Merci beaucoup. On ne vous voit pas, en tout cas moi je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous avez Voilà. votre caméra. Voilà. Là, on me voit. Bon, maintenant on vous voit, parfait. Merci. Merci infiniment. Monsieur Soumaré, si vous pouvez vous présenter rapidement. Bonjour, Madiou Soumaré, je suis sénégalais, je suis expert comptable et risk manager spécialisé dans les assurances. Je suis partenaire au cabinet NFAS et IA2S, qui sont les cabinets de conseil spécialisés dans l'accompagnement des compagnies d'assurance en Afrique dans le cadre de leur restructuration, de leur organisation et la résolution de leurs problématiques comptables, financières et fiscaux notamment. Merci infiniment. Monsieur Diomandé. Bonjour, Henri Diomandé. Je suis le directeur général adjoint et chef des opérations à Africaré pour le compte de l'Afrique australe, basé en Afrique du Sud, Johannesburg. Merci. Merci. Monsieur Midongo. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Monsieur Wilfried Midongo, directeur général au Gare Assurance Gabon. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci d'être là. Et enfin, Monsieur Jean Gatera. Allô? Monsieur Gatera? Ah. Est-ce qu'on aurait perdu Monsieur Gatera? Il était là ce matin. Monsieur Gatera? Bon, on va commencer. Il a dû avoir un problème de connexion. Je vais lui envoyer un email. On va commencer, c'est pas grave. Et je vais communiquer avec lui. Alors, ma première question sera pour toutes et pour tous. Il n'y a hélas pas de femmes dans le panel. Et j'aimerais vous poser la question autour de votre opinion sur quels sont les impacts de la pandémie sur les assureurs, y compris par rapport à leurs responsabilités juridiques et le paiement de compensation sur les contrats et les contrats d'assurance déclenchés du fait de la pandémie. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est qu'en Europe aujourd'hui, en particulier en Angleterre et en France, et on en reparlera demain dans le panel réglementaire, vous avez toute une série de procès qui ont été engagés par des clients, souvent par des assurés, souvent des PME, PMI, petites et moyennes entreprises, attaquant les assureurs qui ont refusé de payer des confinements qui ont été imposés par les gouvernements, en particulier en Angleterre et en France. Et certaines de ces litigations, de ces cas juridiques, n'ont pas été jugées dans l'intérêt des assureurs, on va dire. Il y a aussi une pression politique forte autour de ça. Donc, je voulais voir un peu votre opinion autour de cette question. Comment vous pensez que la crise du Covid impacte et impactera votre responsabilité en tant qu'assureur et les problèmes autour de ça. Monsieur Hapi, est-ce que vous pourriez commencer? Volontiers. Parfait. Donc, je voulais déjà commencer par vous remercier et remercier la FANAF pour cette belle initiative
qui nous permet, dans ce think tank-là, de pouvoir partager nos expériences et nos expertises individuelles dans chacun de nos pays. Alors, pour cette question sur les conséquences, je vais directement aller sur le plan peut-être purement juridique. Je dirais que je pense que d'un point de vue assureur africain, c'est certainement l'occasion pour un certain nombre de... Allô? Allô? Oui, il y a beaucoup d'écho sur votre appel, Monsieur Happy. Voilà. C'est vrai? Ah. Allô? Ça va mieux là? Oui, c'est beaucoup mieux. Bon, d'accord. Donc, je disais que d'un point de vue purement juridique, je pense que c'est aussi l'occasion pour un certain nombre d'acteurs ou d'opérateurs d'assurance que nous sommes de faire un vrai toilettage et une refonte des contrats compte tenu de cette pandémie qui nous surprend tous et qui revient même à la problématique essentielle de notre métier. C'est-à-dire que ce dont vous parlez tout à l'heure, beaucoup plus qui touche les Occidentaux, c'est cette fameuse problématique sur la couverture ou non des pertes d'exploitation lors d'un risque pandémique comme celui-là. Je pense que nous, les assureurs africains, avons encore cette chance de faire purement de la rentabilité technique, donc de travailler sur la base de contrats techniquement rentables. Ce qui était peut-être un petit peu différent de nos confrères en Occident qui étaient parfois un petit peu plus portés sur le rendement de la prime d'un point de vue financier que de rendement technique du contrat. Donc, je pense que, voilà, pour moi, sur un plan juridique, c'est le principal enseignement qu'on peut en tirer. Toiletter et faire une refonte des contrats. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Midongo, qu'en pensez-vous? Monsieur Midongo? Monsieur Midongo? Ah, décidément, on va passer à Monsieur Soumaré parce que j'ai l'impression que Monsieur Midongo, son image a gelé. Monsieur Soumaré? Oui, permettez-moi tout d'abord de passer mes salutations et remerciements à Monsieur César Ekoumi Appel, président de la FANAF, ainsi qu'à son bureau et au secrétaire général, M. Condé. Mes salutations aussi à M. Nkaré, le secrétaire général de la CIMA. Donc, je salue au passage les autres panélistes et les invités. Et merci à vous, Jean-Stéphane, pour la modération de ce panel. Donc, la pandémie, après avoir causé des pertes en vie humaine impacté négativement l'économie mondiale, laisse à son sillage, entre autres, des contentieux juridiques entre assureurs et assurés, essentiellement les PME-PMI, pas uniquement en Grande-Bretagne, mais aussi en France, en Inde, aux États-Unis et plus proche de nous, en Afrique du Sud, au Kenya et en Égypte. Au-delà de la problématique de savoir si les pertes d'exploitation sont couvertes ou exclues des garanties dans les contrats d'assurance, nous pensons que l'un des enjeux est de savoir si cette perte d'exploitation est effectivement rattachable directement à la pandémie de la COVID-19 ou plutôt rattachable aux mesures administratives telles que les confinements, distanciation sociale, couvre-feu, des frontières, etc., prises par nos États. La responsabilité juridique des assureurs, en notre sens, est à la hauteur de leur engagement, tel que décrit et prévu dans les contrats d'assurance. Nos amis les juristes pourront mieux nous entretenir sur cette problématique de lien de causalité, mais d'ores et déjà, nous pensons que les impacts économiques pourraient être moins importants si les mesures administratives que nous avons précédemment citées n'étaient pas mises en œuvre. Donc, pour exemple, si nous observons certains pays qui ont des mesures différentes pour lutter contre la pandémie, les effets négatifs sur l'économie sont moins importants. Après, ce sont des choix qui relèvent des pouvoirs publics, tout en sachant que chacun de ces choix comporte des avantages, mais aussi des inconvénients. Pour appréhender la responsabilité juridique donc, des assureurs, il me semble qu'il faille plutôt revenir sur les garanties prévues dans les contrats d'assurance, notamment au niveau des exclusions. Il serait intéressant d'analyser du côté
des mesures administratives que nous pensons être plus directement liées au compte performance économique que la prolongation du coronavirus. Voilà. D'accord. Monsieur Midango, on vous a retrouvé, hélas, vous aviez disparu quelques secondes. Oui, On merci. donne la parole sur le même thème. Oui, merci. J'ai eu quelques perturbations de connexion. Donc, simplement dire, puisque beaucoup de choses ont été dites par mes prédécesseurs du panel, simplement dire, mais de façon très simple, c'est que en matière de responsabilité juridique de l'assureur, elle ne peut être allée au-delà de l'engagement qu'il a contractuel vis-à-vis du souscripteur du contrat d'assurance. Et je pense même que sur le fond des décisions qui ont été rendues, notamment en France, où le juge, même si c'était un juge, une décision référée, s'est contenté de lire uniquement le contrat, le contrat, et de ne pas nous appuyer sur une décision administrative pour ne pas faire jouer le contrat. Donc, la responsabilité juridique ici de l'assureur, pour moi, elle est liée à l'engagement pris vis-à-vis du contrat, vis-à-vis des termes du contrat. Elle ne peut être ailleurs. Après, je pense que sur le premier panel, on a évoqué les impacts à la fois sur le chiffre d'affaires, à la fois sur la sinistralité, à la fois sur la solvabilité des assureurs. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que en fin d'année, on aura une lecture beaucoup plus claire, beaucoup plus complète des impacts sur les exploitations des assureurs. Ce qu'on voit aussi, et quelque chose qu'on n'évoque pas assez souvent, sur la partie opérationnelle, notamment l'apparition, par exemple, du cybercrime, des risques de cybersécurité, qui sont nés aussi avec les mesures de confinement. Et de plus en plus, on a des attaques cyber sur les exploitations des sociétés. Donc, l'ensemble de ces faits montre que, en fait, l'impact n'est pas que juridique, il est aussi à la fois sur les aspects opérationnels, on l'a évoqué, en matière de chiffre d'affaires, mais également aujourd'hui sur la solvabilité, parce que vous avez moins d'émetteurs, par exemple, aujourd'hui obligataires. Vous avez du fait d'impact systémique de la crise qui fait que tout le monde est impacté. Vous avez des décisions des régulateurs aujourd'hui, notamment la COBAC en zone CEMAC, ou même des recommandations de la CIMAN sur la non-distribution des dividendes aujourd'hui, qui viennent en fait impacter l'ensemble des aspects à la fois organisationnels et opérationnels des compagnies d'assurance. Donc voilà un peu ce sur quoi je voulais apporter ma modeste contribution. Donc, pour revenir à l'aspect purement juridique, elle se limite de mon point de vue aux engagements contractuels pris par l'assureur vis-à-vis du souscripteur du contrat d'assurance. Justement, puisqu'on en était à discuter des aspects opérationnels et je pense qu'on peut dire aussi organisationnels et structurels, que pensez, je m'adresse au panel là, je vais donner la parole à monsieur Guettara et Diomandé aussi là-dessus, s'ils sont connectés. Enfin, monsieur Diomandé est connecté, mais je ne suis pas sûr que monsieur Guettara le soit, donc on va voir. Sur les aspects structurels et organisationnels et opérationnels, justement, quels sont, d'après vous, les impacts? Alors, vous avez évoqué un peu ça, M. Midango, du Covid en particulier. Comment pensez-vous que cela va impacter la structure de l'écosystème, les rapports entre les assureurs, les agents, les courtiers? Est-ce que vous voyez déjà des conséquences structurelles autour de ça qui résultent de la crise du Covid? Aussi peut-être sur les aspects de ressources humaines d'ailleurs, d'organisation interne des assureurs. Peut-être si on peut discuter de ça, je vais commencer avec M. Hapi, puis ensuite je donnerai la parole à M. Diomandé Guettara. M. Hapi. Oui, alors c'est une excellente question et je dirais que peut-être que le Covid, on n'a pas attendu le Covid pour se lancer vers ce type de réflexion.
Je pense que simplement le Covid va permettre peut-être d'accélérer cette forme d'axe de disruption qu'est le changement du paysage traditionnel de la distribution. Voilà. Je pense que pour les assureurs que nous sommes, le paysage traditionnel, on le connaissait, c'était l'agent général, le courtier, la banque, ceux qui passaient par la banque assurance. Et le Covid, grâce à tout ce que le digital va permettre d'accélérer, va vraiment pousser vers une transformation différente avec la technologie comme véritable ADN du métier de l'assurance. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit l'ensemble des confrères, on réfléchit tous aujourd'hui au renforcement des partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile. On réfléchit à un certain nombre de partenariats à renforcer avec tout ce qui est technical service provider, donc les chatbots, les outils comme cela. On réfléchit également à l'impact de notre stratégie de distribution vers des écosystèmes tels que la santé, tels que le mobile payment, le telco, la forme de distribution via des produits packagés auprès de FMCG ou autres. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment grâce, avec malheureusement cette pandémie que nous subissons tous, elle va pousser à renforcer et accélérer l'assise technologique des compagnies d'assurance que nous sommes en Afrique subsaharienne. On va revenir dans une question à ce point précis un peu plus tard dans le panel, mais si on reste sur les changements organisationnels, je voudrais te poser la question aussi et de structure structurelle à M. Diomandé, parce que M. Diomandé est un réassureur, donc bien sûr les réassureurs ont aussi une place importante très importante dans l'écosystème, et c'est intéressant de voir votre vision autour de cette question basée sur votre expérience, des conséquences, des impacts du Covid, alors directement ou indirectement, parce que ça peut être des choses qui étaient déjà embrayées mais qui sont accélérées par rapport aux structures de l'écosystème. Monsieur Diomandé. Merci beaucoup Stéphane, merci à tout le monde. C'est pour moi un honneur d'être ici. Merci de m'avoir invité. Je n'ai plus participé à la FANAF depuis une quinzaine d'années, sinon plus. Donc, c'est vraiment pour moi un honneur. Donc, Stéphane, tu viens de me permettre de revenir un peu rapidement sur les développements en ce qui concerne l'impact financier de la pandémie ici en Afrique du Sud, parce que la situation est différente de ce que nous voyons dans la zone CIMA, par exemple, ou bien dans d'autres pays d'Afrique. Alors, en première instance du procès entre un leader du marché et des assurés dans le domaine de l'hôtellerie et le mardi dernier, alors les assureurs ont perdu. Ils ont perdu. Et aujourd'hui, on parle de montants avoisinant 1,5 milliard de dollars pour le marché sud-africain. C'est sans précédent, ça n'était jamais arrivé. Il faut dire que le procès s'est déroulé autour de 3 aspects principaux. Le lien de causalité, qui avait été mentionné déjà. Alors, les assureurs estiment que la perte d'exploitation ici est consécutive au confinement. Le juge estime que le confinement et la pandémie sont indissociables. Et que par conséquent, il y a un lien de causalité entre la pandémie et la perte d'exploitation ici. Alors, il faut payer. Le deuxième point, c'est la période d'indemnisation. Les assurés ont demandé jusqu'à 18 mois, alors que les assureurs parlent de 2 semaines à 3 mois. Le troisième point, c'est le rayon de 40 km, quelque chose de spécifique au marché sud-africain. Alors, les contrats stipulent qu'il faut qu'il y ait eu un cas de COVID dans un rayon de 40 km des locaux de l'assuré. Le juge estime que, puisqu'il s'agit d'une pandémie et que ce sont des décisions qui ont été prises au niveau national, au niveau de l'État, cette clause-là ne doit pas s'appliquer. Et un problème majeur auquel nous sommes confrontés, c'est que les assureurs ont donné la couverture des pertes d'exploitation consécutives à des dommages immatériels, notamment les maladies à déclaration obligatoire telles que la pandémie, le COVID.
alors que les assureurs ont exclu de façon explicite dans certains traités de réassurance ou bien sont restés silencieux dans d'autres cas. Donc, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, au-delà des problèmes économiques, la contraction du PIB, le chômage, le volume des primes en baisse à 2 chiffres et tout ça. Alors, voici les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais revenir maintenant à la question concernant les changements structurels, les changements dans les relations, par exemple, avec les courtiers, les agents généraux et les partenaires dans notre industrie. Alors, McKinsey nous dit qu'il faut regarder du côté de la Chine, parce que la Chine a été le premier pays à se confiner, et la Chine a été le premier pays à être sorti du confinement. Et nous savons que cette situation a commencé en Chine. Alors, McKinsey nous dit que les entreprises qui ont digitalisé avant la pandémie s'en sortent mieux aujourd'hui. Et que tout le monde est maintenant dans une sorte de numérisation de l'activité et que la pandémie devient un catalyseur pour une transformation numérique de grande envergure. Et en Afrique du Sud, déjà, l'intelligence artificielle avait déjà fait son entrée sur le marché. J'ai visité un client qui fait recours à l'intelligence artificielle pour gérer, par exemple, des opérations de routine en comptabilité. Donc, nous sommes en plein dans la digitalisation. Et aujourd'hui, on parle aussi d'agents virtuels ou de chatbots. On doit s'inspirer de ce qui se passe avec Uber, dans d'autres domaines, par exemple, et moderniser notre approche de la distribution au niveau de... Donc, ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut regarder du côté de la Chine, il faut regarder aussi du côté de l'Afrique du Sud, comment est-ce que les rapports entre les assureurs, les agents généraux et leurs canaux de distribution, comment est-ce que tout cela a évolué. Et je pense qu'il est possible, même si la digitalisation ne va pas résoudre tous nos problèmes sur le continent, il est possible d'entrer dans une forme de digitalisation qui devrait offrir un service meilleur à nos clients. Merci Stéphane. Merci infiniment. Monsieur Guettara, est-ce que vous êtes connecté? Oui, je suis je vous entends très bien. Parfait. Ah ben, on vous a retrouvé, c'est parfait. Donc, la question aussi pour vous, quelle est votre vision autour, en tant que réassureur, des impacts en particulier en termes de relations structurelles et d'organisation du marché liés à l'impact du Covid aujourd'hui? Est-ce que vous voyez un impact sur le marché rwandais ou votre vision sur l'Afrique? Quelle est votre vision autour de ça? Ok, monsieur Stéphane. Le marché rwandais ou bien le marché est-africain était déjà fragilisé par la baisse des prix parce qu'il y avait déjà une guerre de prix des assurances sur le marché est-africain où le Rwanda opère. Déjà, la situation a été très fragilisée aussi par l'impact de Covid, de façon que la situation actuelle n'était pas très bien. Vu les conséquences qui ont été évoquées avant moi, qui ont impacté les sociétés d'assurance, ça n'a pas épargné le marché de notre région. Quand je reviens alors sur les relations, bien le changement structurel au niveau de la réassurance, il est vrai que sur le marché rwandais, la Covid n'a pas impacté tellement sur le côté des claims, mais il a impacté tellement sur le niveau de la prime, parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été arrêtés parce qu'on était tous sous le confinement. Et puis, vu ce qui se passe, par exemple, sur le marché européen, où il y a beaucoup de sinistres qui impactent aussi nos réels africains. Alors,
quand tu vois les conditions que nous sommes en train de négocier pour les traités de réassurance pour l'année à venir, nous sommes confrontés à un problème parce que les réassureurs ne veulent pas être un peu... ils sont très rigides. Et ils sont très rigides du point de telles conditions qu'ils sont en train d'opposer. Et ils sont très rigides au niveau même des avantages qu'ils offraient aux assureurs comme la commission. Tu vois, en fait, le problème sera plus grave demain plutôt qu'aujourd'hui. Donc, on va sentir beaucoup mieux les problèmes causés par le Covid demain plus qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous voyez un impact, M. Guettara, comme vous êtes en charge de la réassurance, particulièrement dans vos relations avec les assureurs en tant que réassureur? Bien sûr, il y a un impact parce que d'abord, les assureurs ont été très victimes des sinistres qui ont été réclamés dans les pays développés comme l'Europe, l'Asie, l'Amérique, parce que nos assureurs aussi participent sur le marché européen et sur le marché américain, qui ont été très impactés par la COVID. Pour se protéger, alors, ils essaient de revoir les telles conditions auxquelles nous étions soumises et pour les rendre un peu plus difficiles, quoi, si je peux dire. D'accord. D'accord. Merci infiniment. Alors, pardon, quelqu'un souhaite intervenir? Monsieur Milan? Oui, non, simplement comme le disait Christian et mon autre prédécesseur, effectivement, nous les assureurs, on n'a pas attendu la COVID pour effectuer les mouvements de transformation digitale. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, on nous annonçait une disruption du secteur des assurances par les GAFAM. Mais cette disruption-là, quand on regarde, en fait, elle ne s'est pas produite. Pourquoi? Parce que l'écosystème assurance, secrètement ou timidement, a commencé à transformer ses modèles, notamment sur la partie digitale, et les modes de distribution traditionnels que nous avions, à savoir le courtage, les assureurs, les banques assureurs, la banque, pour ceux qui faisaient la banque assurance, ben on a progressivement, depuis 10 ans, constaté un nouveau modèle de distribution avec l'arrivée dans l'écosystème de sociétés de téléphonie mobile, des sociétés, des établissements de microfinance, pour venir en fait élargir le scope de distribution de l'écosystème. Alors oui, effectivement, la crise de la Covid va servir de catalyseur en fait pour poursuivre la transformation digitale qui a été déjà initiée il y a quelques années. Et effectivement, à la lumière du rapport McKinsey et même d'ailleurs un rapport qui a été fait par le magazine Les Échos, c'est que les assureurs qui ont le plus souffert notamment des mesures de confinement, c'est ceux qui avaient un réseau de distribution, un réseau de vente physique, notamment les agences. Et les mesures de confinement ont permis justement, n'ont pas permis l'ouverture de ces points de vente. Et ceux qui avaient déjà travaillé sur la transformation digitale ont mieux résisté, j'ai envie de dire, aux impacts en termes de chiffre d'affaires, en termes de relations clients, justement, en termes de communication vis-à-vis de leurs clients. Et puis le recours au télétravail, là aussi, est venu apporter, en termes d'organisation, quelque chose de nouveau qui n'était pas assez mutualisé. Et quelqu'un le disait dans les prochains, je crois que c'était vous, ça modifie notamment la relation au cours du travail parce que le travail signifie que les agents soient en présentiel. Or, aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup d'acteurs ont recours au télétravail. Donc là, c'est un impact, quelque chose qui est nouveau, qui vient effectivement disrupter ou transformer les organisations que nous avons. L'expérience que j'ai moi en tant que chef d'entreprise sur le Gabon, c'est peut-être un retour d'expérience. Nous avons 10 agences, par exemple, sur Libreville, et pendant la période de confinement, ces agences ont été toutes fermées.
Et qu'est-ce que nous avons développé? Nous avons développé, à la lumière de la grande distribution, un service Drive. Donc, un numéro vert avec une prise de téléphone rendez-vous, un renouvellement, un paiement via le mobile et tout de suite, via Internet, une attestation ou un de mes collaborateurs qui s'occupe en fait de la livraison à domicile des attestations d'assurance. Donc, c'est quelque chose que nous avons expérimenté et qui nous a permis en fait de mieux supporter la crise, notamment par rapport aux mesures de confinement. Donc, moi, je crois plus à plus d'agilité avec la transformation digitale pour l'écosystème et non à une révolution complète, puisque cette révolution-là, pour certains, elle a été initiée il y a 5-10 ans pour certains et qui ont permis justement de mieux supporter les impacts de la crise. Donc, une des leçons qu'il faut retenir, c'est profiter justement de la crise de Covid pour accélérer les mouvements de transformation digitale de façon à améliorer la relation client vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos autres partenaires, parce qu'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'équipes ne sont plus en présentiel, on travaille en télétravail et ça permet justement un exploit pour la FANAF aujourd'hui de pouvoir organiser cette réunion que nous avons, nous, en visioconférence. Donc ça, c'est aussi un des principaux enseignements que nous pouvons tirer de cette crise, c'est qu'elle va servir de catalyseur pour transformer l'écosystème, pour améliorer l'agilité des uns des autres. Et non, je ne crois pas fondamentalement au monde d'après parce que j'ai envie de dire, en 21 ans, l'humanité a connu deux guerres mondiales. On a eu la grippe espagnole et nos habitudes léthargiques ont toujours dominé les organisations. Donc, moi, je crois, de façon incrémentale, à une amélioration, à une certaine agilité, qu'à une transformation radicale de nos écosystèmes. Je suis un peu corrosif sur la question, mais ça, c'est mon point de vue. C'est très bien, c'est très bien. Absolument. Avant de donner la parole à M. Soumaré, juste un commentaire sur ce que vous venez de dire, et on va parler après de la transformation numérique, mais là où je suis en accord avec vous, c'est qu'effectivement, de la même manière que dans la banque, les GAFA ne sont pas devenus entièrement des banques, de la même manière, dans les assurances, les GAFA ne sont pas devenus des assureurs comme ça. Par contre, je pense qu'il faut garder l'œil sur le marché parce qu'ils ont fait quelque chose d'autre. En Afrique, vous êtes habitué au rôle important des opérateurs mobiles, en particulier dans tout ce qui est mobile payments, mobile money, où effectivement, ils ont vraiment porté une révolution sur le marché dans ces domaines-là. Les banques ont été en retard, elles n'ont pas voulu le faire pour plein de raisons. Les opérateurs mobiles ont vraiment poussé au développement de ça, et après, la réglementation a suivi partout en Afrique pour les aider à développer ça. Maintenant, ils vont sur les services d'assurance. Ils le font en partenariat avec les assureurs parce qu'il n'y a pas le choix. La réglementation impose qu'ils travaillent. Mais ça pourrait changer. Quant aux GAFA, leur but n'est ni de devenir une banque universelle, ni de devenir un assureur universel. Par contre, ils ont commencé déjà, et c'est le cas d'Amazon, et j'en parlerai demain, le cas d'Amazon, le cas d'Apple, en particulier ces deux-là, ils ont commencé, en particulier aux États-Unis, à investir dans la santé connectée et assurance. Et donc, ils choisissent des segments sur lesquels ils ont un atout. Par exemple, Amazon a un énorme atout en termes de logistique et de contrôle de la logistique. Et ça, ils peuvent s'en servir tant pour la délivrance ou des aspects pharmaceutiques et médicaux, mais aussi pour les assurances. De même, Apple a une énorme base de clients qu'il contrôle avec l'utilisation de contenu numérique, etc. Et ce n'est pas très compliqué de passer de ça à faire des paiements, ils le font, des services bancaires, mais ils vont sélectionner, ils sélectionnent. Ils ne deviennent pas des espèces de banques universelles, d'assureurs universels. Donc attention, gardez un œil sur le marché parce que ce n'est pas entièrement dit que vous êtes si safe, si en sécurité que ça. Je me permets de... Voilà, je voulais juste dire ça. Monsieur Soumaré, vous vouliez intervenir sur Oui, merci beaucoup, Jean-Stéphane. J'aimerais tout simplement rebondir sur les propos de Wilfried que je partage en partie.
parce que disons que la pandémie a eu un effet plus d'accélérateur sur la structuration des relations entre les assureurs et les agents et les courtiers que un effet de départ à zéro. C'est-à-dire que dans certains groupes d'assurance de nos marchés, les agents généraux partagent le même système d'information que le siège. Donc, dans ces cas, il n'y a pas trop de changements intervenus ou à intervenir. Les courtiers majeurs sur nos marchés travaillent sur les systèmes d'information, de traitement des contrats via le partage des données des assurés avec la limite liée à l'absence d'interface entre les ERP des courtiers et des compagnies d'assurance. Mais le même constat existe avec les réassureurs nationaux et sous-régionaux, même si on a noté le développement de plateformes de la part de certains réassureurs assez récemment qui permettent aux compagnies d'assurance de déposer les cessions des risques sur une plateforme dédiée. Du côté des assurés, bon, je pense que le mobile banking est utilisé par certains souscripteurs de contrats, surtout en période de coronavirus. Des plateformes de souscription en ligne et de déclaration de sinistres via les téléphones portables sont en cours d'élaboration dans pas mal de groupes d'assurance africains. Et pour moi, à mon avis, effectivement, comme Wilfried l'a dit, je n'anticipe pas une révolution, mais plutôt une continuité dans ce qui était déjà fait, notamment le mobile banking, combiné à la souscription en ligne, qui peut contribuer au développement du secteur. Donc, les déclarations via des plateformes ou à travers une application téléphone favorisent les prises en charge rapides et un meilleur suivi pour les compagnies d'assurance. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Alors justement, parlons-en, tiens, puisqu'on a évoqué le sujet et on reviendra à d'autres sujets après. Parlons de cette transformation numérique. Donc, vous avez tous dit un certain nombre de choses dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Alors, ma question sera double. Première partie, c'est qu'est-ce que vous pensez a manqué aujourd'hui dans votre panoplie d'outils numériques qui auraient pu vous aider par rapport à la crise du Covid et aux conséquences sur le marché ou sur les marchés auxquels vous faites face? Ça, c'est une première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez est la priorité en termes de digitalisation ou de numérisation pour vous dans les mois qui viennent pour répondre aux impacts et aussi aux impacts par rapport à vos clients? Donc, première chose, qu'est-ce qui vous a manqué en termes d'outils numériques, vous pensez aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pensez est vraiment la priorité en termes de numérisation dans les mois qui viennent? Est-ce que M. Diomandé voudrait commencer par ça ou M. Happy, l'un ou l'autre? D'accord. Stéphane, je voudrais intervenir là-dessus très rapidement. À mon avis, c'est plutôt la première partie de ta question concernant ce qui a manqué comme outil. Je pense que c'est plus dans la relation entre les compagnies d'assurance et leurs clients, ou bien entre les compagnies d'assurance et les agents généraux et leurs courtiers et les courtiers. C'est à ce niveau-là peut-être qu'il manque quelque chose et il est possible de développer des outils, de développer des plateformes qui viennent en appui aux agents généraux qu'on voit de façon physique. C'est vrai que culturellement, les choses ne vont pas changer, se transformer du jour au lendemain pour que le numérique remplace les agents généraux, tout ce qu'il y a de physique, parce que dans notre culture en Afrique, là où on met de l'argent, on a envie de voir les personnes à qui on confie son argent. Donc, cet aspect culturel-là, il ne faut pas l'occulter, il est important. Mais, pour revenir un tout petit peu, si tu permets, Stéphane, à ce qu'on disait, il faut dire qu'on n'aura pas le choix que d'intégrer le numérique dans tout ce que nous sommes en train de faire. Soit on fait partie du changement ou on devient une victime du changement, comme on le dit. On n'aura pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, on a une Afrique qui a une population jeune, très technophile. On a une classe émergente qui est là. On a une gente féminine très dynamique. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas développer des outils numériques qui puissent couvrir les besoins de cette jeunesse-là, de cette population jeune? Ce qui contribuerait d'ailleurs à augmenter le taux de pénétration de l'assurance. Donc, je pense
en résumé que le problème se trouve dans les plateformes, les plateaux, les outils numériques, dans les relations entre les compagnies d'assurance et leurs assurés, notamment cette classe émergente de jeunes qui constitue une très grande partie de notre population et qui est technophile et qui est prête certainement à adopter cette transformation digitale. Je vais donner la parole à M. Hapi, mais juste pour répondre à ce que tu viens de dire, Sori. C'est très intéressant parce que tu dis que dans la culture de beaucoup de pays africains, il y a cette volonté de pouvoir toucher l'argent, enfin pouvoir être en contact, connaître où va l'investissement, etc. Mais d'une certaine manière, le développement des services mobiles, des services financiers mobiles, mobile banking, mobile payment, et c'est vraiment tout l'écosystème, incluant les crédits, les emprunts, etc. On s'aperçoit que eh bien, la population l'a extrêmement bien reçu et s'y est, dans des grandes proportions, très bien habituée. Donc, d'une certaine manière, ça va peut-être à l'encontre, ou c'est peut-être un trend, un courant nouveau, peut-être dû aux gens les plus jeunes, c'est possible, ou aux femmes d'ailleurs, qui ont un rôle très important dans l'adoption de ces nouveaux outils numériques. Monsieur Hapi, pour continuer sur le débat autour de ce qui a manqué en tant qu'outil numérique et ce que vous pensez être la priorité dans le développement de ces outils dans les mois qui viennent, quelle est votre vision là-dessus? Alors, je dirais que je rejoins pour ma part également Sori. Au-delà du fait que nous sommes dans des cultures où on aime bien avoir un rapport humain avec là où on pose l'argent, je dirais aussi que n'oublions quand même pas qu'on parle d'une majorité de pays où le taux de pénétration des assurances est de moins de 2%. Donc, avant d'avoir un côté, une démocratisation de l'utilisation de l'assurance mobile comme on peut le voir dans la banque, il y a une phase encore de pédagogie forte et de gain de confiance que le grand public doit avoir envers ce métier-là, premièrement. Je dirais deuxièmement que l'idée pour l'utilisation du numérique n'est pas tant pour rattraper les pertes ou alors pour avoir une nouvelle approche apportée avec cette pandémie-là, mais beaucoup plus pour aller conquérir de nouveaux segments sur lesquels aujourd'hui les assureurs ne sont pas positionnés. Si je prends le cas de la RDC, nous sommes sur un pays de 85 à 90 millions d'habitants, avec 2 400 000 km² de superficie. Ça fait 6 fois la France. Si vous voulez conquérir ou apporter avec un peu… Voilà. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Hapi. Il y a quelqu'un d'autre qui parle sur la ligne. Ah, ok, c'est parce que j'entendais un écho. Oui, il y a un écho, mais allez-y, allez-y. Alors, je dirais donc, pour aller conquérir ces nouveaux segments-là, si je prends le cas de la RDC, l'idée, c'est d'utiliser le numérique. Alors, pour aller conquérir que pour s'adapter à la transformation due au Covid. Utilement, c'est mon point de vue. Alors, quand on parle d'utiliser le numérique comme ça, on se pose la question sur je dirais beaucoup plus sur les challenges à venir pour le secteur grâce à l'utilisation du numérique. Clairement, on va avoir une approche clientèle une approche stratégique beaucoup plus centrée client. L'idée d'utiliser le numérique, c'est aussi l'idée d'aller proposer des produits de protection financière peut-être beaucoup plus adaptés aux besoins des clients avec ces canaux numériques donc, qui sont plus proches d'eux, WhatsApp Business ou autre type de chatbox. Le deuxième point de ce challenge, ça serait peut-être d'utiliser ce numérique pour aller s'intégrer dans des écosystèmes un peu plus riches, intégrer l'offre d'assurance dans une offre de service à la personne d'une manière classique. Nous, on expérimente, par exemple, en RDC, l'idée de créer un produit de couverture obsèque qui soit dédié à des travailleurs vraiment de première catégorie en termes de gains de revenus. Je prends le cas des mototaxis ou autres. Voilà. Il s'agit d'aller proposer une couverture de garantie obsèque à 500, 600 000 personnes.
Le troisième point sur lequel, pour moi, le numérique doit être un challenge pour le secteur, c'est dans notre capacité à maîtriser, enrichir et exploiter l'ensemble des données, comprendre les bases de données, en tirer les informations nécessaires et aboutir à une meilleure connaissance du client et des risques qui sont autour de lui. Le quatrième et dernier point, ce serait que ce numérique va nous pousser, comme je disais, non pas à nous transformer unilatéralement ou complètement, mais à repenser un petit peu notre modèle opérationnel. Parce que le numérique va certainement nous permettre de réduire des coûts d'administration sur une chaîne de valeur de l'assurance globale et renforcer le capital humain. Voilà. Donc, on est plus dans une tendance évolutive que dans une tendance de transformation, selon moi. Intéressant. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que vient de dire M. Hapi? Oui, Jean-Stéphane, en fait, Oui. Je voudrais partager avec vous une étude qui est sortie la semaine dernière au journal Les Échos sur une enquête auprès de 426 dirigeants de sociétés. Et la question, comme vous l'avez si bien dit, était de savoir, allez-vous accélérer les investissements dans la transformation digitale? Dans les réponses qui ont été apportées, 58% des réponses, oui, concernent des accélérations, des investissements vers un meilleur service client. 58% des réponses. 54% vers la digitalisation des process internes. Donc, comme disait Christian, en termes de gains d'efficacité opérationnelle. 21% pour accélérer les projets en créant de nouveaux projets digitaux. Et 18% vers les collaborateurs, notamment en matière de télétravail. Donc, qu'est-ce qui a manqué et sur quoi vont investir en fait en matière de transformation digitale? Je pense que ce qui a manqué, c'est dans le rapport, la relation du service client et pendant notamment avec les mesures de confinement, ceux qui n'avaient pas travaillé sur ces évolutions, notamment digitaux, ont été, je pense, de mon point de vue, n'ont pas été en contact avec leurs clients, d'où un regain de communication assez forte et assez permanente pendant les périodes de confinement. Et plus que, dans tous les cas, la transformation digitale, elle est déjà là, comme je le disais, depuis une dizaine d'années. Les gains de productivité ou le manque de performance des activités core business étant criard, je pense que de plus en plus, on va investir dans l'efficacité opérationnelle pour gagner en efficacité. Et là, effectivement, digitaliser des process, notamment des process CLEMS où on utilise encore beaucoup de papier avec la dématérialisation de données. Là également, on a un enjeu d'investissement en matière de transformation digitale pour gagner en efficacité opérationnelle. Et puis, je l'évoquais aussi en matière de télétravail. Là aussi, il y a des investissements en matière digitaux qu'il faudra faire. Mais je pense, de mon point de vue, que ce qui a manqué fondamentalement, c'est avec la relation client en termes de communication, justement, pour leur permettre de souscrire. Très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez, et je pose la question de nouveau à tout le panel, est-ce que vous voyez des obstacles aujourd'hui qui peuvent être juridiques ou réglementaires au développement de ce type d'initiatives utilisant des technologies numériques par rapport, par exemple, à la relation client? Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous sentez que vous êtes contraint par la réglementation et les aspects juridiques ou pas réellement? Jean-Stéphane, oui, tout à fait. Et je pense que dans le premier panel, il y a un panéliste qui l'a indiqué. Sur la partie ciment, aujourd'hui, la signature électronique, sauf erreur de ma part, n'a pas encore abouti. La dématérialisation des données n'a pas abouti. Quelqu'un l'évoquait aussi dans le premier panel. Et lorsque le régulateur a fait une étude sur les impacts Covid, certains assureurs se sont prononcés, par exemple, sur le paiement, le fractionnement des primes pour permettre aussi aux clients qui sont impactés économiquement par la crise de pouvoir payer progressivement leur cotisation d'assurance. Donc, le frein ici, de mon point de vue, il est réglementaire.
Donc, puisqu'on est dans l'heure du temps, il faudra un déconfinement, passez-moi vraiment un déconfinement de la réglementation sur ces aspects-là, permettre la signature électronique, la dématérialisation des données, de façon à ce que nous ayons de façon globale une transformation à la fois sur les aspects d'investissement digitaux par les acteurs, mais également une évolution de la réglementation sur ces questions-là. Mais s'il y a un point mort, je crains simplement que les efforts en matière de digitalisation que feront les acteurs auront un contre-coup parce que derrière la réglementation ne suit pas. On a aussi un nouvel enjeu, notamment en matière de GDPR. Donc, comment voulez-vous communiquer sur ces éléments-là si derrière, en matière de réglementation, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les mains libres. Donc, voilà un peu les freins, de mon point de vue, sur cette transformation digitale auquel on serait confronté, c'est la réglementation. Il faudrait qu'il y ait une évolution de la réglementation sur ces enjeux-là. Nous en parlerons demain. Nous avons un panel l'après-midi spécialement autour des questions de réforme juridique et réglementaire nécessaires. Et je compte bien qu'on parle de tout, y compris bien sûr de la réglementation des assurances, mais également de la réglementation de la privacy, de la vie privée, des données personnelles, de la concurrence, des questions de commerce électronique, parce qu'il faut, et là je pense aussi que vous avez entièrement raison, il faut une approche globale parce que l'ensemble de ces questions sont impliquées dans ces aspects. En termes de structure interne aux assureurs, y compris d'ailleurs les aspects d'organisation du travail, de HR, comment avez-vous absorbé le choc de la pandémie et quelles mesures vous avez mis en place, si vous avez mis en place des mesures pour affronter les possibles répercussions, par exemple autour du confinement, si vous en avez eu, des choses comme ça. Oui. Monsieur, qui veut prendre la parole? Monsieur Happy, de nouveau peut-être, et après je ferai le tour de table. Alors, excusez-moi, j'ai cru que mon micro était coupé. Je dirais que pour nous, alors, je suis toujours dans une position un petit peu différente de mes collègues, puisque Raussure est une entreprise jeune, même si en peu de temps, nous faisons déjà autour de 22-23 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. On reste une entreprise jeune. Le fait d'être une entreprise jeune nous a permis d'être assez souple dans ces questions-là. D'emblée, dans notre stratégie de positionnement, on avait déjà intégré la mise en place d'une structuration digitale forte. Et ça nous a poussé effectivement à aller recruter des profils dans des compagnies d'assurance pas tout à fait classiques. Aujourd'hui, moi, j'ai par exemple au niveau de Ressort Life, un chef de produit digital et un chef de projet digital. Donc, qui sont des fonctions totalement nouvelles dans le métier. Et il s'agit pour ce type de positionnement-là d'aller en fait, de recruter des personnes qui comprennent les comportements digitaux ou les comportements de vie ou de consommation classiques aujourd'hui des clients que nous avons en face. Pour ne pas rentrer dans le débat de la réglementation, je dirais qu'au niveau des ressources humaines, voilà un petit peu l'impact que ce type de stratégie a en termes de profils, qui sont des profils nouveaux. Après, je dirais qu'en termes de gestion de la ressource humaine, effectivement, la pandémie a apporté un mode de management sur lequel nous, on n'était pas habitués, mais quasiment personne n'était habitué. Entre ceux qui ont totalement mis en place des processus de télétravail, ceux qui ont essayé de combiner les deux entre une moitié de l'équipe qui vient au travail et puis une autre moitié qui ne vient pas, ceux qui ont profité de cette période-là plutôt pour lancer des projets. Je dirais que de par mon expérience au sein de Raussure, ça a été peut-être une période sur laquelle nous avons perdu un petit peu de part de marché comme tout le monde, mais c'est une période qui nous a permis énormément de renforcer la capacité de travailler en mode projet et d'avancer sur beaucoup de projets sur lesquels peut-être que si on n'avait pas eu ce confinement, on n'aurait pas pris autant de temps pour pouvoir les déployer. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à M. Soumaré. M.
Bakayoko, si c'est une question que vous avez, gardez-la pour la fin de ce panel, au moment où je vais ouvrir le panel pour des questions. Donc, vous pouvez garder la main levée, mais rappelez-moi si vous avez une question pour la poser à la fin. Monsieur Soumaré, vous voulez merci Jean-Stéphane. Donc, si vous permettez juste un petit complément par rapport à ce qui a été dit sur les choses qui nous attendent, les choses qui nous ont manqué courant cette période de pandémie. Je pense qu'il est utile de signaler qu'en Afrique, de façon générale, sur nos marchés de façon particulière, nous avons aussi la problématique de la fracture numérique. Aujourd'hui, on a beau avoir les ambitions de digitaliser, les ambitions d'essayer de gagner de la valeur ajoutée dans nos processus, si derrière, on n'a pas l'infrastructure adaptée de par les opérateurs de téléphonie ou les opérateurs, les providers, on aura du mal, n'est-ce pas, à mettre en œuvre nos politiques. Tout à l'heure, dans le panel précédent, il était fait mention de la difficulté, par exemple, des compagnies d'assurance, de nos marchés, de pouvoir digitaliser l'ensemble des processus, notamment la partie visite des risques, sur les risques de grande ampleur. Bien sûr, on a compris que c'est possible de le faire, mais à l'heure actuelle, on n'a pas les innovations, n'est-ce pas, adaptées à de telles pratiques qui puissent se substituer au niveau de ce qui est fait l'existant actuel, ça veut dire des visites physiques de la part des compagnies d'assurance. Pour revenir un peu sur la pandémie et la structuration et comment les compagnies d'assurance sur nos marchés ont pu absorber le choc, on peut noter que des investissements importants, n'est-ce pas, dans les systèmes d'information sont poursuivis dans certains groupes africains qui avaient déjà anticipé un peu dans le plan stratégique des années précédentes ce développement en termes de IT et de digitalisation. Les banques, les relations avec les banques ont été facilitées, notamment avec des plateformes informatiques mises en place par certains groupes bancaires. Donc, il y a déjà des compagnies d'assurance qui travaillent beaucoup avec les banques sur des plateformes entièrement dématérialisées. Le travail avec les courtiers se fait de plus en plus en distance et de matière électronique. Ça, c'est déjà, on a noté. Il y a des compagnies qui ont procédé à des aménagements des horaires de travail pour revenir un peu sur les aspects RH et pour tenir compte des mesures administratives, notamment les couvre-feux qui ont eu lieu dans plusieurs pays avec des horaires assez contraignants. La pandémie nous a appris que la présence de certaines catégories de l'effectif du personnel n'est pas indispensable. Donc, d'ailleurs, il y a certaines dispositions prévues par l'OHADA, qui est l'acte uniforme, le droit des sociétés sur nos pays, qui prévoyait, par exemple, à son article 535, la possibilité de tenir les assemblées et conseils d'administration par vidéoconférence. Avant la pandémie, rares étaient les compagnies d'assurance qui pouvaient utiliser cet outil, mais avec la pandémie, on a vu que pratiquement l'entièreté des compagnies ont basculé en mode vidéoconférence, ce qui a permis d'absorber certains freins généraux. Malheureusement, il y a eu des nouvelles moins bonnes. Certaines compagnies ont dû mettre à l'arrêt temporaire ou définitif un certain nombre de personnels. On a constaté par-ci et par-là, sur certains marchés, une baisse des temps de travail qui a entraîné dans certaines compagnies une baisse des niveaux de rémunération. Donc, je pense qu'en somme, nous constatons une résilience au niveau des compagnies d'assurance sur nos marchés, FANAF, et que la pandémie nous a obligés, quelque part, à repenser nos structures organisationnelles et nos systèmes d'information. Voilà ce que je voulais ajouter, Jean-Stéphane. Très intéressant. Monsieur Diomandé, vous vouliez intervenir, allez-y. OK. Merci beaucoup, Stéphane. Merci aux intervenants qui ont déjà couvert pas mal d'aspects. Ce à quoi je voudrais toucher, c'est le leadership, l'éthique et la gouvernance. Si vous regardez bien cette situation de confinement qui, pour nous, en Afrique du Sud, a commencé depuis mars, et au moment où je vous parle, nous sommes encore au stade 1 du confinement et nous travaillons le télétravail depuis mars. Alors, c'est un test de leadership en ce sens que aujourd'hui, vous avez la possibilité de savoir si, même n'étant pas derrière les employés,
qu'ils sont capables de prendre leurs responsabilités et faire le travail convenablement à distance. Ça, c'est un véritable test. Quand il y a eu des inquiétudes au départ, les gens se sont dit, mais est-ce que les gens vont travailler? À la surprise générale, il y a eu de très belles surprises parce que il s'est avéré que nous travaillions peut-être mieux à distance que lorsque nous étions tout le temps au bureau. Parce que le temps qu'on prenait dans le trafic et tout ça, ce temps-là aujourd'hui, on l'utilise à bon escient. Et pour vous dire, moi je pense que je travaille beaucoup plus depuis que nous sommes confinés que lorsque nous allions au bureau. Et nous travaillons mieux. Donc il faut regarder cet aspect-là. La confiance entre les employés et le management. Voilà, c'est un test aussi de confiance. Comme je le disais, il faut faire confiance aux gens. Une fois qu'on a défini le cadre de travail, il faut faire confiance aux gens. Si vous n'avez pas confiance en eux, je pense que soit vous essayez de bâtir la confiance, ou bien il faut se séparer. Mais il faut faire confiance aux gens. Ils sont capables de vous apporter des choses extraordinaires, même étant à distance. Et ça, on l'a vu. Question d'éthique. Parce que certaines personnes pourraient profiter de la situation pour ne pas travailler correctement. Donc, il y a un problème d'éthique ici. Donc, les entreprises ont une occasion unique ici de revoir leur propre façon de travailler, le leadership, la gouvernance, l'éthique, tous ces aspects-là. Alors, nous avons été confrontés en pratique à une situation ici en Afrique du Sud, ce sont les congés payés pendant la période de confinement. Si vous prenez un conducteur qui ne travaille plus, qui est à la maison parce qu'il y a confinement depuis mars, alors, est-ce que la législation ou bien le travail vous permet de le forcer à aller en congé pour réduire son solde de congé? Voilà un petit problème tout simple, mais qui a été discuté en conseil d'administration pour savoir s'il n'y a pas, si on n'est pas en train d'enfreindre à la législation du travail. Donc, voici des aspects. Nous avons été obligés de revoir notre façon de travailler, notre façon d'opérer en termes de leadership, d'éthique et de gouvernance. Merci. Merci beaucoup, Sori. Je voudrais rebondir juste très rapidement là-dessus pour effectivement totalement confirmer l'expérience qu'il y a eu dans les pays européens, en particulier en Grande-Bretagne. Ça a été qu'ils se sont aperçus que le taux de productivité des gens travaillant à domicile était bien meilleur que lorsqu'ils étaient au bureau, pour commencer. Donc ça, c'est positif, je dirais. Ça a donné beaucoup d'idées, en particulier, comme vous le savez, en Angleterre, le secteur des services était extrêmement important. Et pour toute une partie de ce secteur, travailler à domicile est tout à fait possible. Vous n'avez pas vraiment nécessairement besoin, vitalement, d'être au bureau. Et donc, les taux de productivité ont été nettement meilleurs. En revanche, alors donc, il y avait beaucoup de débats au début sur est-ce qu'on peut faire confiance à nos employés, etc., qui étaient assez négatifs finalement. Et il y a eu une réassurance, je dirais, de voir que les gens travaillaient et s'organisaient très bien. Par contre, il y a le versant contraire, et vous parliez tous de confiance. Il y a la confiance dans ses salariés, et il y a la confiance des salariés dans l'entreprise. Et effectivement, la grande crainte aujourd'hui autour du travail à domicile, c'est le manque de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, où du coup, on se met à travailler beaucoup plus. On ne s'arrête plus à 6 heures et on réaménage ses horaires, mais d'une façon qui peut conduire à travailler quasiment en permanence. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et puis, plus fondamentalement, il y a la crainte du flicage, entre guillemets, excusez-moi d'utiliser un mot un peu trivial, mais la crainte du contrôle via les outils numériques, y compris allant jusqu'à vraiment avoir un impact sur la vie privée des gens. Et ça, on a vu quelques cas en Europe et aux États-Unis, mais en particulier en Europe et en particulier en Grande-Bretagne, d'utilisation de logiciels plus ou moins espions pour espionner ses salariés, ou de pratiques, y compris dans des grandes entreprises, hélas, qui sont potentiellement extrêmement problématiques. Et ça peut avoir un impact sur la relation de confiance entre les employés et leur entreprise qui peut être absolument dramatique. Donc, il y a quand même des questions qui sont relativement lourdes autour de ça, mais effectivement, on s'est aperçu qu'en termes de productivité, le travail à domicile n'était pas du tout nécessairement un problème, en tout cas pour des secteurs comme les assurances, par exemple, ou les services financiers.
Parlant de... pour la dernière question, avant d'ouvrir aux questions de l'audience, je vais être un peu provocateur. Donc, soyez aussi provocateur que je le suis dans vos réponses. Une des choses que l'on a vues avec l'irruption du numérique dans tous les secteurs où c'est arrivé, c'est l'élimination des intermédiaires qui deviennent totalement redondants à partir du moment où le numérique permet de mettre en place des systèmes de contact direct et d'accès direct entre, d'un côté, le prestataire de service, par exemple, et les clients. Donc, tous les gens qui sont au milieu, c'était vrai dans la musique, ça a été vrai dans le cinéma, c'est en partie vrai dans les services financiers, par exemple, le domaine de l'investissement et du wealth management, où le rôle des courtiers, des agents qui sont au milieu est en train de commencer à sérieusement se réduire. Et je pense personnellement que ça va être vrai dans l'assurance. Dans ce nouveau monde, entre guillemets, qui pourrait s'annoncer, quelle est la place et le rôle des agents et des courtiers, d'après vous? Monsieur, alors, je peux intervenir. Monsieur Happy qui veut... Alors, je dirais sans être provocateur, pour ma part, que quand on parle de repenser, tout le monde doit se repenser. De manière classique, on avait quand même un paysage très orthodoxe du courtage qui était démarcher le client, voir l'assureur, présenter différentes offres au client et puis le client prend le meilleur ou celle qui lui correspond le mieux. Aujourd'hui, on a quand même une évolution aussi du monde du courtage qui passe de purement être un placeur d'assurance à un offreur de services et de solutions. On le voit d'ailleurs dans l'évolution claire aujourd'hui. Tower Watson est beaucoup plus une société de conseil de services d'une manière globale que pouvait être classiquement grâce à voix à l'époque. Donc, je pense qu'au-delà d'éliminer, il s'agit pour chacun des acteurs dans cette industrie de repenser son positionnement. Voilà. Et je suis de ceux qui pensent que dans notre orthodoxie classique, chacun a son rôle et il n'y a pas une technologie qui fera que le rôle de l'autre disparaîtra. Si chacun sait comment repenser sa problématique vis-à-vis de client, puisqu'in fine, c'est de ça qu'il s'agit. Avec quoi le client est à l'aise? Est-ce que le client est à l'aise de communiquer à 100%, et on revient à ce qu'on disait avec Thierry tout à l'heure, quel que soit son besoin, de ne communiquer qu'avec un appareil numérique? Je ne pense pas. Quand on parle d'assurance, on parle de bien des gens, on parle de la vie des gens, on parle de l'avenir des gens, on parle de l'éducation de ses enfants, on parle d'un certain nombre de choses qui impactent tellement nos vies qu'on ne peut pas se contenter d'en discuter avec un appareil mobile ou avec une application ou autre. Donc, je pense que tout le monde a son rôle à repenser, et les courtiers ou les intermédiaires comme les autres. Voilà. Alors, quand vous parlez, avant de donner la parole aux autres, quand vous parlez, par exemple, j'ai personnellement un énorme problème avec la technologie numérique qui sont les chatbox et les procédés automatiques de réponse à vos questions. Par exemple, je dois être en contact avec mon prestataire, mon provider d'électricité ou autre. Ils ont de plus en plus un robot, un chatbot qui prend d'abord votre question. Le problème, c'est qu'en anglais, j'ai un terrible accent français et ces trucs ne comprennent jamais ce que je dis. Donc, ça dure des heures. Et non, mais j'exagère pas, je vous promets, c'est une horreur. Parce que ça prend vraiment un temps absolument considérable et d'énervement parce que avant de pouvoir accéder à l'agent auquel je peux parler, il faut passer par ce chatbox qui ne vous comprend pas. Et c'est un vrai problème, même pour moi, qui suis un pro-technologie, etc. Monsieur Mudango, vous voulez intervenir juste, et après, je vais vous poser une dernière question. Non, mais je souscris, je partage entièrement l'analyse qu'a faite Christian. Je pense que l'impératif ou bien l'objectif de transformation, quand on parle d'écosystème assurance, il n'y a pas que les acteurs, les compagnies, il y a aussi les intermédiaires. Et l'exigence de transformation aussi
prévaut ou est nécessaire pour eux pour justement de rester dans la course pour délivrer un meilleur service client. Celui qui ne sera pas en capacité d'évoluer vers cette transformation, ben, il y aura un impact clairement sur son exploitation, clairement sur son organisation. Et souvent, les entreprises disparaissent parce qu'il y a des virages stratégiques qu'ils ont pris ou n'ont pas pris, ou alors qu'ils ont mal pris. Donc, en fonction de ça, je pense que l'interpellation, elle est nécessaire pour tout le monde, pour les compagnies, pour les intermédiaires, y compris les GAFAM, etc., etc. Donc, celui qui ne réussira pas à prendre ce virage-là, malheureusement, disparaîtra. Et ça, malheureusement, c'est la loi économique. Hein. On l'a vu soit par des mouvements de M&A, de fusion-acquisition, soit alors des disparitions pures et simples, parce qu'il y a un tournant stratégique que tel ou tel acteur, qu'il soit intermédiaire ou compagnie, n'aura pas pris. Donc ça, c'est l'analyse que je fais. Et là-dessus, malheureusement aussi, ce qu'on a observé, c'est que les clients aussi ont beaucoup changé. Parce que fondamentalement, c'est le client qui va décider, comme le disait Christian, est-ce qu'il a intérêt à discuter directement avec l'assureur qui a développé des plateformes de déclaration de sinistre, de souscription en ligne, ou alors pour lui, il a intérêt à discuter avec un intermédiaire qui n'a pas évolué sur ces questions-là. Je pense que fondamentalement, le débat se situe et va se situer à ce niveau, en charge pour les intermédiaires, que ce soit les agents généraux ou les courtiers, de pouvoir évoluer sur ces questions-là qui sont nécessaires, en tout cas qui sont nécessaires et sur lesquelles on ne fera pas marche arrière. D'accord. Alors, je vais vous poser une dernière question. C'est très rapide que je vais demander à chacun d'entre vous. Dans les 6 mois, quelle est la priorité, vous pensez, en termes de mitigation, comme on dit en franglais, des conséquences du Covid-19 pour les assurances en Afrique? On va peut-être commencer par Monsieur Guettara. Quelles sont, vous pensez, dans les 6 mois à venir, l'urgence numéro 1 en termes de mettre en place les structures qui atténuent le choc du Covid, de la crise, de la pandémie pour les assureurs? Merci, Monsieur Stephen. Je crois qu'il faut renforcer le système informatique parce que nous tendons vers le numérique. On n'a pas de choix. Comme mon collègue vient de le dire, si on ne vit pas immédiatement, on va disparaître. Donc, ce qu'il faut faire, il faut investir surtout en numérique, en investissement numérique pour pouvoir s'adapter aux exigences du marché compte tenu de la situation qu'on a vécue au niveau des confinements. Il faut chaque fois s'attendre que la situation peut être un peu dure plutôt qu'avant. Et la société, nous devons survivre. On ne peut pas disparaître pour autant. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Diomandé, priorité dans les 6 mois, d'après vous, pour atténuer le choc? Merci Stéphane. Je pense que peut-être qu'il est temps de faire FAMU, de se repenser, de se réinventer, comme on le dit. Nous avons eu l'occasion unique de revoir, de revisiter notre stratégie globale de l'entreprise, mais aussi stratégie dans les relations d'affaires. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation et personne ne sait de quoi demain sera. Donc, il faut essayer de voir en interne ce qu'on ne fait pas bien en ce moment, comprendre la dynamique du marché, bien comprendre les besoins, les attentes et les inquiétudes même de nos clients, et essayer de voir comment est-ce qu'on va essayer de monter des produits ou bien des services qu'on va mettre à la disposition de ces clients-là. Pour moi, c'est important. Très rapidement, Stéphane, tu parlais de l'existence des courtiers à l'avenir. Alors, je crois que c'est Wilfried ou Soumaré qui disait au début, qui parlait de la complexité des contrats. On parlait de la complexité des contrats. Et plus les contrats seront
complexes. Et Christian l'a dit, il faut revoir les contrats, faut les remettre sur la table. Plus les contrats seront complexes, plus les courtiers auront un rôle à jouer pour assister les assurés. Parce que très souvent, les assurés et les assureurs ne parlent pas véritablement le même langage. Donc, les courtiers ont encore un rôle très important à jouer. Et puis, mon dernier mot, c'est d'aller aussi vers les agences hybrides. Donc, utiliser le numérique de prime abord, c'est-à-dire que quand la personne rentre en contact, appuyez sur 1, appuyez sur 2, appuyez sur 3. Comme ça, l'accent ne joue pas un rôle, c'est plutôt des numéros en fonction de ce que vous voulez. Et puis ensuite, vous êtes transféré vers un agent général. Comme ça, vous avez un contact que je dirais physique ou vocal avec cette personne. Donc, c'est une solution que je voudrais proposer. Merci. Parfait. Monsieur Madiou. Oui, Jean-Stéphane, merci. En fait, je souhaite d'abord rebondir sur la question provocatrice concernant nos amis du courtage. Moi, je pense que l'avenir sur nos marchés, en tout cas sur le plan réseau de distribution, n'est pas lié entièrement à la révolution et à l'innovation technologique, mais plutôt à une volonté des assureurs, et là je vais être provocateur, des assureurs de revenir à la base du métier. Pour moi, l'assureur et l'assuré, c'est un couple. Et l'intermédiaire entre les deux, même si on reconnaît la qualité et l'apport des intermédiaires, on devrait, pour moi, acheminer dans le temps à une relation intime entre les deux qu'une relation entre trois entités. Et pour ça, il faut investir. Il faut investir. Tout à l'heure, Christian en parlait au niveau de son groupe. Il faut revoir, repenser la relation client, créer disons, des intelligences, des postes qui n'existaient pas dans nos compagnies d'assurance pour pouvoir de plus en plus aller vers la relation cliente étroite avec le client. Ça ne va pas trop faire plaisir aux courtiers, mais pour moi, l'assureur est d'abord un conseil pour son assuré. Et le courtage, même si on reconnaît son apport, même si on reconnaît qu'il est plus proche du client, à mon avis, à terme, il faudrait que l'assureur reprenne la main sur les assurés et que cette relation soit directe. Et la technologie, pour moi, n'est que seconde. Il y a d'abord une réelle organisation interne et une politique pour y arriver. Maintenant, pour revenir sur les choses que je pense être urgentes pour les 6 mois à venir, pour moi, il y a d'abord l'aspect réglementaire. Parce qu'on l'a discuté tout à l'heure dans le panel précédent, la CIMA a rendu obligatoire le rehaussement du capital social à 3 milliards en 2019. Et M. Nkaré, le SG de la CIMA, a bien précisé que pas mal de compagnies d'assurance de la place ont fait des efforts pour y arriver. Mais compte tenu du fait que l'année 2020 est une année assez particulière, et à événements exceptionnels, il faut des mesures exceptionnelles, à mon humble avis, ce n'est pas le moment de demander aux compagnies d'assurance de mettre encore la main à la poche à des actionnaires qui déjà, on est en train de leur demander de ne pas toucher leurs dividendes et de l'autre côté, leur demander encore de participer à un rehaussement de 5 milliards avec un deadline assez serré, à savoir le mois d'avril 2021. Pour moi, on n'est pas encore sorti de la crise. 2021 risque d'être, à mon avis, beaucoup plus impacté que l'année 2020 parce qu'en assurance, la plupart des primes ont été prises en début d'année 2020, notamment avec les reconductions, les renouvellements en début de période. 2020 a pu échapper, mais 2021, à mon humble avis, va être plus impacté que 2020. Donc, à mon avis, l'urgence d'abord est réglementaire. Il faudrait que la CIMA puisse voir quelles sont les voies et les moyens pour aller dans un rehaussement différé à 5 milliards ou un rehaussement à un plafond qui n'est pas de 5 milliards, mais de
de 4 milliards ou je ne sais de quel montant pour permettre aux actionnaires de revenir sur la table. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Monsieur Midango, très rapidement, et Monsieur Hapi. Après ça, on prendra la question de Monsieur Bakayoko. Monsieur Midango, très rapidement. Merci, Jean-Stéphane. Le niveau d'incertitude est tel que, à 6 mois, je ne suis pas sûr que ce sera suffisant pour nous de pouvoir prendre des bonnes décisions. Mais ce que je comprends, moi, c'est que beaucoup d'assureurs, dans le cadre des plans d'action post-Covid, ont mentionné un certain nombre d'actions visant pêle-mêle à la protection du cash, visant à garantir ou contenir les frais généraux, visant justement à créer plus d'agilité, visant justement à conserver les portefeuilles existants et visant justement à ne pas avoir trop de casse ou limiter la casse sur les exploitations. Donc, je pense que c'est un certain nombre de ces décisions, de ces actions qu'il faut mettre à court terme pour justement limiter l'impact de la COVID sur les exploitations. Donc, les impacts à la fois économiques, à la fois RH et à la fois portefeuille. Et Madieu le disait si bien, c'est que nos écosystèmes ont été protégés parce que c'est des activités à portefeuille. Et au mois de mars, lorsque beaucoup d'économies sont rentrées en confinement, il y avait quasiment, on est sur des marchés, notamment ciment, où les portefeuilles se renouvellent au 1er janvier. On n'a pas deux périodes de renouvellement comme sur certains marchés, 1er janvier et puis fin début juillet. Donc là, on a eu la chance que beaucoup de portefeuilles avaient été déjà renouvelés. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 lorsqu'on voit le caractère systémique de la crise? On présage, et c'est un peu le cas aujourd'hui sur le marché gabonais, c'est à portefeuille constant des attritions de portefeuilles qui vont être de 10 à 15, voire 30%. Vous avez des écosystèmes aujourd'hui, un marché comme le Gabon, tel que le BTP ou la filière bois qui sont très impactés, des économies productives de pétrole, un écosystème pétrole qui est très impacté. Donc, il va être très, très difficile, en fait, de se projeter à 6 mois, même au-delà de 6 mois. Donc, c'est plus des mesures de conservation, de trésorerie, de contenir les frais généraux, notamment les charges fixes. Et là, pour être un peu corrosif, tout dépendra aussi des politiques gouvernementales en termes de soutien au secteur pour justement limiter la casse, mais le niveau d'incertitude, d'ailleurs ça a été confronté encore lors du sommet du G20 la semaine dernière, on a un niveau d'incertitude qui est tel qu'aujourd'hui il est difficile de prédire ce qui va se passer à 6 mois. Donc aujourd'hui, l'attitude c'est de vraiment limiter la casse en protégeant la trésorerie, en contenant les frais généraux, en protégeant nos salariés et développer l'agilité en matière de reconquête client. Et c'était le débat de notre thème, investir dans la transformation digitale pour améliorer, gagner en efficacité opérationnelle. Donc voilà un peu globalement les actions de mon point de vue à 6 mois qu'il est impératif de mettre en place. Merci beaucoup. Monsieur Hapi, très rapidement, même question, et ensuite, promis, on prend la question de Monsieur Bakayoko. Monsieur Hapi? Ah, aurait-on perdu Monsieur Hapi? Bon, on va voir. Je vais donner la parole. Monsieur Bakayoko, est-ce que vous avez une question? Ce n'est pas tout à fait une question, mais je ne sais pas si je peux faire une petite contribution. Ce n'est pas une question. Oui, vous pouvez faire. Si c'est rapide, oui. D'accord. Merci déjà à tous mes amis et jeunes frères du panel, que ce soit Wilfried, que ce soit Sori Diomane, que ce soit Christian. Merci pour vos brillantes interventions. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que ne réfléchissons pas par rapport aux consommateurs d'aujourd'hui. Ils sont déjà vieux. Réfléchissons par rapport aux consommateurs de demain. Parce que demain, c'est les jeunes là. Ils vont pas, c'est pas le contact physique qui les intéresse. Comment ils peuvent faire tout sur place quand ils veulent, quand ils peuvent. Même déjà dans la circulation, s'ils peuvent souscrire à son contrat. C'est ça qui va les intéresser. Il va nous falloir seulement, et pour porter cette vision-là, cette transformation, il va falloir des jeunes à la tête de nos sociétés. Parce que nous qui avons vécu avec le téléphone fixe, on comprend qu'on a pu vivre avec le téléphone fixe. Mais l'enfant d'aujourd'hui, il te pose la question de savoir comment vous avez vécu avec le téléphone fixe. Parce qu'il te pose la question, mais donc à l'époque, il fallait attendre à côté du téléphone jusqu'à ce qu'on t'appelle.
Vous voyez, il ne comprend pas ça. Et j'ai l'exemple de la dématérialisation de l'attestation auto. Quand j'explique à certains DG de ma génération, ils commencent à me poser les questions. Le policier va contrôler comment en route. Mais quand j'explique à un jeune DG des années 80, il dit voilà, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Parce que c'est sa génération. Donc, je crois qu'il ne faut pas traîner là-dessus. C'est une question de vision. Il faut mettre les jeunes à la tête de nos sociétés. Ceux qui sont nés avec cette terre-là, ils vont nous faire les choses. Deuxième chose, c'est le courtage. Mais le courtage, il ne va pas disparaître. Comme Christian l'a dit, il va aussi réinventer son métier. Dans tous les cas, on aura besoin de courtier. D'abord pour les affaires, les grosses affaires collectives. C'est une question de négociation au niveau des multinationales. Ça ne va pas disparaître. Mais l'individuel, c'est là même qu'on aura besoin de courtier. Parce qu'aujourd'hui, pour souscrire, moi je prends l'exemple des Standard Chartered. Ils ont fait l'ouverture des comptes bancaires. Mais ils ont oublié de mettre les jeunes dans la rue pour aller expliquer aux gens, pour dire c'est important de prendre. Ça va être la même chose. Ça va être un élément de souscription de masse pour les courtiers. Le produit qu'on a lancé, pour le souscrire, on met le code de l'agent commercial. C'est ça qui lui permet. Donc, je pense que tout le monde doit se repenser son métier et les courtiers seront toujours nécessaires dans le système. Maintenant, pour Wilfried, en ce qui concerne la réglementation CIMA, maintenant, il ne faut pas attendre la réglementation, que CIMA fasse bouger la réglementation. Mais on réglemente quelque chose que nous-mêmes on comprend. CIMA n'est pas sur le terrain pour comprendre ce que nous on fait. C'est nous qui faisons. Donc, on devait aller vers la CIMA avec des solutions pour dire voilà ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bon? Ou bien il faut faire. Le CIMA va venir regarder. Si tu ne tues pas les gens, ils vont t'accompagner. Donc, il ne faut pas attendre la réglementation. Et particulièrement, ce qui concerne, comment tu as dit, la signature électronique. Non, CIMA a déjà réglé la question. CIMA a déjà dit la signature électronique, là. Chaque pays a sa législation en la matière, conformément à cette législation. Donc, il ne faut pas attendre la CIMA pour la signature électronique, ni faire avancer la réglementation. Non. Allons-y vers CIMA avec des solutions. Allons-y présenter à CIMA. CIMA va vous accompagner. Je prends l'exemple du produit que nous avons lancé en 2011 avec Orange. Moi, je me suis déplacé, je suis allé à la CIMA. Je leur ai expliqué ce que je veux faire. Ils m'ont dit, tu peux y aller. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas attendre la réglementation de la CIMA. Faisons en sorte que la CIMA avance avec nous. On ne peut réglementer que ce qu'on comprend. CIMA ne sait pas, la digital, CIMA ne connaît pas. Ils vont réglementer comment? Voilà, merci. Merci. C'est une intervention très intéressante et on l'a vu d'ailleurs je reviens à ces exemples autour du mobile money, etc., des mobile payments, et je finirai là-dessus. Lorsque les choses ont commencé à embrayer très fort au Kenya, il y a une dizaine d'années, avec Safaricom d'abord, et puis d'autres se sont joints après, il y a eu un rôle très important, une collaboration très importante entre la Banque centrale kenyane et Safaricom pour permettre que ces services puissent être autorisés au moins à titre d'essai. Et ça n'a pas été facile, il y avait des oppositions politiques contre le mobile money. Donc il y a eu une coopération entre la Banque centrale qui a fait confiance à l'opérateur de télécom et l'opérateur de télécom qui a été proactif dans sa façon dans ses relations avec le réglementaire. Et durant le débat que nous aurons demain sur la réforme réglementaire, il y a une chose très intéressante qui se développe en Europe et en Asie et en Amérique et qui est apparue en Afrique aussi, qui s'appelle qui sont les espèces de structures que les réglementeurs mettent en place avec les sociétés innovatrices et les sociétés du secteur pour tester les nouvelles technologies et regarder leur impact au point de vue de la réglementation, les sandbox, voilà comment ça s'appelle. Et c'est une initiative très intéressante qui permet aux réglementeurs, aux entreprises start-up et innovantes et aux services financiers, aux compagnies bancaires ou d'assurance de travailler ensemble dès la conception du produit, ce qui facilite après les développements. Voilà, nous allons devoir nous arrêter, hélas, pour aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les panélistes qui ont été fantastiques et je suis désolé que M. Happy ait dû quitter le panel. Merci à tous. Merci M. Midango, merci M. Guettara, merci M. Soumaré, merci M. Diomande. C'était vraiment un excellent panel. J'espère que la journée d'aujourd'hui a été intéressante pour toutes les auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons demain matin à 9 h pour 2 autres panels et une présentation, la présentation de 20 minutes que je ferai sur les impacts du Covid-19 par rapport au futur. Et donc, demain, on va parler encore beaucoup de transformation numérique, d'affaires, de questions réglementaires, juridiques, etc. Donc, ça va être très intéressant. J'ai hâte de vous retrouver.
Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes et je clôt la conférence pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Stéphane, merci à tous. À merci. Merci beaucoup. Sorry. Merci à tous. Sorry. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. On vous encore. Ok. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci infiniment à vous pour votre contribution. Merci Okay. à tout le monde. Merci.